Alors, bonjour à toutes. On vous laisse arriver les unes après les autres. Donc, merci de nous rejoindre pour cette troisième journée des rencontres des entrepreneuses. On est vraiment très content du taux de participation et des questions que vous posez et des retours que vous nous faites sur les webinaires qui sont passés. Cet après-midi, on va pouvoir aborder la question délicate et qui souvent vous pose question justement du financement de votre activité. On a la chance d'avoir avec nous 3 partenaires qui sont représentés donc par Hélène Mollaret pour Initiative France, Basile Albert pour l'ADI et Florent Lamoureux pour le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, auquel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On va essayer vraiment d'évoquer ces questions de financement au démarrage, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise et de dédramatiser, dédiaboliser cette question du financement. Donc, on va commencer par présenter nos intervenants. Donc, Hélène, je vous laisse commencer. Bonjour à toutes et bienvenue. Donc, je suis Hélène Mollaret et je suis chargée de développement pour le réseau Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Basile? Merci Agathe, bonjour à toutes. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Basile Albert et je suis responsable du développement de l'association ADI. Merci beaucoup. Et Florent? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Florent Lamoureux, je travaille pour le groupe BPCE et là, je représente en fait aujourd'hui le réseau Caisse d'Épargne exclusivement et je m'occupe des sujets qui sont liés en fait à l'entrepreneuriat féminin et aux programmes digitaux pour nos clients professionnels et entreprises. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je viens là tout de suite avec une première question qui est liée au moment du financement. On s'adresse dans le cadre de ces rencontres à des femmes qui sont aussi bien au stade de la réflexion que du développement de leur activité. Et donc, il y a une question que je voulais vous poser à vous trois, qui était vraiment à quel stade de son montage de projet ou de sa réflexion on doit penser à son financement. Basile? Ouais, c'est une très bonne question. J'imagine que beaucoup d'entre vous vous la posez. C'est un sujet qui est pas sans doute pas facile à aborder et à appréhender, mais pour répondre un peu directement à la question, le bon moment pour adresser ce sujet du besoin de financement, de la définition de votre plan de financement et donc du besoin et donc de la manière dont vous allez répondre à ce besoin de financement, c'est sans doute le moment crucial, c'est vraiment le moment du montage du projet. Lorsque vous avez bien avancé dans la définition de votre projet, que vous avez fait un peu votre étude de marché, le bon moment, ce sera avant de démarrer, évidemment, de se poser la question à la fin de la phase de montage. Et puis, sans doute, cette question se reposera tout au long de la vie de votre activité, dans les phases de développement de votre entreprise. Merci. Hélène ou Florent, vous voulez compléter peut-être? Ouais, moi, je veux bien compléter, effectivement, tout à fait d'accord avec mon confrère Basile. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le plan de financement, il doit être en adéquation avec les objectifs du projet. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir déjà défini les objectifs de son projet et puis après, de pouvoir les chiffrer. Et je rejoins Basile. Ensuite, c'est un ajustement permanent entre ces objectifs et ces chiffres. Une petite réflexion aussi par rapport à tout ce qui se dit et moi je partage complètement le point de vue du banquier en fait est le même. Je pense en effet que quand on sollicite un financement auprès d'une banque, l'idée c'est pas de dire bah tiens j'ai eu mes 50 000, j'ai eu mes 100 000, j'ai eu mes 200 000 euros de financement, je mets ça dans un tiroir et on n'en parle plus. En fait ça se passe pas comme ça en fait dans la vraie vie, puisque l'idée je pense c'est que quand vous allez être à la recherche d'un financement, vous allez devoir en fait en permanence avoir des contacts avec les gens qui vous ont prêté de l'argent. Vous allez avoir peut-être des besoins nouveaux.
vous allez peut-être reconfigurer de temps en temps votre projet. Et donc, l'idée, c'est de se dire finalement le financement, c'est bien évidemment vital en fait dans la vie de mon entreprise et j'ai besoin d'y penser dans toutes les phases de développement de mon entreprise. À la fois au démarrage, bien sûr, parce que je vais avoir besoin de réaliser un business plan précis et on reviendra là-dessus, Agathe, tout à l'heure sur le business plan. Mais c'est aussi de se dire en cours de vie, en fait, pendant la vie de mon affaire, c'est de dire, bah, tiens, je vais avoir des projets nouveaux, je vais avoir des problématiques de trésorerie, à un moment, je vais peut-être pas pouvoir rembourser un crédit. Donc, le financement se pose en permanence, en fait, dans la vie de mon affaire. Et nous, en tant que banquier, notre objectif, c'est que on va essayer de faire en sorte que ce soit facilité en fait pour vous. C'est-à-dire que vous avez une affaire à gérer qui est complexe. Vous devez être en permanence en train de regarder votre entreprise à 360 degrés. Et donc, nous, en tant que banquier, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'au moins cet aspect en fait sur le financement, dès lors qu'on aura mis en place en fait une relation de confiance ensemble, puisse être vraiment un moment pour vous simplifié. Merci. Et ça me Est-ce que je permet de peux… rebondir justement, Florent, pour savoir. Basile, pardon, vous aviez un complément? Pardon, oui, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Florent a évoqué une idée qui m'en amène une autre. Sur la phase à laquelle il est, enfin, le bon moment pour solliciter un ou des financeurs. C'est un sujet qui est important. Je parle plutôt donc là pour les personnes qui sont en création et pas pour les besoins de financement liés au développement d'une activité. Euh, Obtenir un financement, c'est d'abord convaincre. Convaincre de la viabilité de son projet, convaincre de l'adéquation entre son profil, le profil de l'entrepreneuse et le projet. Et pas uniquement la viabilité, d'ailleurs, cette adéquation est tout à fait essentielle. Et pour convaincre, il faut sans doute être assez mûr dans ses réflexions. Et donc, je reviens sur votre question, Agathe. Est-ce que le bon moment, c'est d'aller pour solliciter un financement, c'est au stade de l'idée ou plutôt au moment du montage pour les personnes en création? Non, c'est clairement à la fin de la phase du montage du projet parce qu'on est plus fort, on aura des convictions plus fortes sur la définition de son projet et donc on aura une plus grande capacité à convaincre, à susciter de l'adhésion et donc à obtenir les financements recherchés, quoi. Merci, merci beaucoup. Bon, maintenant, je vous propose, parce que justement, il y a des questions là-dessus aussi, de pouvoir présenter un peu chacune de vos structures, une fois qu'on avait posé vraiment ce cadre de le financement, à quel moment on y pense. Donc, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être commencer par Florent. À quel moment on va voir sa banque? Enfin, le moment, du coup, vous en avez parlé, mais justement, qu'est-ce que la banque peut proposer à ces différents stades de la création ou du développement de son Je pense qu'au activité? démarrage, on va avoir une capacité d'écoute en fait vis-à-vis de nos clients pour leur permettre justement de présenter en fait leur projet. Alors, on va rentrer à un moment donné dans une activité et dans une relation un tout petit peu plus formelle, puisqu'on va demander à ce que justement porteurs de projet en fait nous fournissent un certain nombre d'éléments en fait plus concrets. On reviendra là-dessus parce qu'on a un point sur le business plan, tout ça, Agathe. Mais je pense qu'il est très important au démarrage que vous puissiez aller voir votre banquier, même peut-être historique, pour commencer à lui présenter votre projet. Alors, il faut savoir que vous avez deux types de conseillers, hein. Vous avez les conseillers qui sont des conseillers plutôt particuliers, donc qui sont des conseillers qui vont gérer plutôt l'activité de la famille. Et puis, vous avez des conseillers qui sont des conseillers plutôt professionnels et des conseillers entreprises, hein. Donc, ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc, moi, je vous invite à aller voir plutôt un conseiller professionnel par rapport à votre projet, sachant que si vous avez un conseiller particulier, celui-ci pourra vous orienter vers le conseiller professionnel qui travaille sans doute dans la même agence, hein. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Donc, c'est important, je pense, de commencer par aller voir le banquier pour lui exprimer en fait son projet, parce que dans certains cas, d'abord, il n'y aura peut-être pas besoin de financement. Je voyais une question tout à l'heure qui circulait par rapport à ça. C'est vrai que parfois, il n'y a pas besoin de financement. On est sur des projets parfois de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs, de consulting, qui ne vont pas forcément nécessiter un financement. Et ensuite, dès lors qu'on va vouloir aller un petit peu plus loin en fait, par rapport à son projet, dans ce cas-là, on va rentrer entre guillemets dans un certain formalisme
qui va faire que, une fois que nous, en tant que banquier, on aura récupéré toutes les informations sur le projet, on va pouvoir échanger en fait de manière plus concrète avec le client et décider ou non de financer le projet. Alors, si généralement le dossier tient bien la route, qu'on est face à quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire, qui est capable d'apporter un certain nombre d'apports personnels, qui a un vrai projet d'entreprise, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne le finance pas, hein. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur du banquier. Tu disais, Agathe, en intro, que c'est vrai que c'était un sujet qui était important, le financement, parce qu'on ne savait pas toujours par quel bout le prendre et que c'était un peu sensible, mais je pense qu'il faut désacraliser ça, en fait, hein. C'est-à-dire que le banquier, si vous voulez, ou le prêteur, que ce soit Initiative France qui va apporter du conseil, qui va apporter des prêts d'honneur, que ce soit l'ADI qui va apporter également du financement, ou le banquier, entre guillemets, plus classique, comme la caisse d'épargne, ce sont des gens qui sont dans la même approche que vous, en fait. Ils ont le même objectif. Ils ont envie que ça marche, parce que si nous, on vous prête de l'argent, notre objectif, c'est que cet argent soit remboursé. Donc, il faut vraiment qu'on rentre dans une relation partenariale et qu'on se dise tout, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui, on a fait un constat, c'est qu'il y avait beaucoup trop peu de femmes en fait qui souhaitaient lancer leur entreprise, hein, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a à peu près, quand on regarde tous les créateurs d'entreprises chaque année en France, on se rend compte qu'il n'y a à peu près que 30% de femmes qui sont parmi les créateurs. Et normalement, étant donné qu'on est sur une population mondiale à peu près de 50-50, on devrait plutôt avoir à peu près 50% de femmes qui devraient souhaiter peut-être créer leur entreprise. Ce n'est pas le cas. Donc, on a travaillé en fait sur ces sujets pour essayer de comprendre. Et alors, ce qui nous fait plaisir, nous, plutôt à la Caisse d'épargne, c'est que pour le coup, on a un pourcentage qui est un petit peu plus important, puisqu'on a aujourd'hui 40% de clientes, en fait, chefs d'entreprise, en fait, à la Caisse d'épargne. Donc ça veut dire qu'on remplit plutôt notre rôle par rapport à ça. On peut aller encore plus loin, hein. On n'est pas encore à 50. Mais donc ça, c'est un point qui est important. Et pour marquer en fait notre volonté d'aller plus loin sur l'entrepreneuriat féminin, on a passé en fait il y a quelques années un accord cadre avec l'État. En fait, hein, à l'époque, c'était le ministère du droit des femmes, qui a évolué parce que régulièrement en fait les ministères changent de nom. Mais celui-là, à l'époque, nous avait proposé en fait de passer un accord avec eux pour continuer en fait à prendre des engagements vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin. Ces engagements, ils sont des engagements vis-à-vis de la formation, notamment. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que si une femme rentre dans une de nos agences, il faut qu'on puisse les prendre par la main et l'aider en fait à préparer son business plan, lui donner des conseils, lui expliquer vers qui s'orienter, lui faire la promotion, par exemple, d'un fonds qui est un fonds spécifique pour les femmes qui souhaitent se lancer. Donc, on a pris des engagements en termes de formation de nos collaborateurs pour aider en fait les femmes qui veulent se lancer. On a pris des engagements aussi pour fournir régulièrement des études. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'on a fait un baromètre européen qui peut être intéressant peut-être à évoquer. Et puis, on a pris aussi des engagements pour qu'en région, chaque caisse d'épargne régionale puisse décider de mener des actions spécifiques. Parce que au niveau national, si vous voulez, quand vous prenez des engagements au niveau bancaire, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Il faut coller au terrain. Et aujourd'hui, les caisses d'épargne, il y a très, très nombreuses agences, il y a plusieurs banques populaires régionales. On est une banque coopérative, hein, en fait, les caisses d'épargne. Et donc, l'idée, c'est que chaque banque populaire, chaque caisse d'épargne régionale ait la capacité, justement, de pouvoir prendre des engagements locaux avec des partenaires comme l'ADI, avec des partenaires comme Initiative France, avec des partenaires comme Force Femmes. Merci beaucoup. Basile, je vous propose de parler de l'ADI. Il y avait une question aussi voilà, qui demandait tout au début qu'est-ce que l'ADI. Donc, savoir à quel public vous vous adressez, comment bénéficier de votre offre. Merci Agathe. Alors en effet, l'ADI est sans doute un peu moins connu que le réseau des caisses d'épargne. Donc peut-être qu'à certaines d'entre vous, ça ne dit pas grand-chose. Donc je vais, avant de détailler un petit peu l'offre de service que nous proposons, quelques mots pour présenter notre organisation. L'ADI est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis une trentaine d'années et qui défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur. Et lorsqu'on dit chacun, ça veut dire les femmes autant que les hommes, les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, les personnes qui n'ont pas forcément d'épargne, les personnes qui n'ont pas forcément de réseau. Nous pensons à l'ADI que tout le monde peut devenir entrepreneur si les personnes ont accès au financement et à un accompagnement de qualité personnalisé
Tout ça dans un état d'esprit de bienveillance, de solidarité et également de responsabilité, puisque emprunter de l'argent, créer une entreprise, engage la responsabilité de chacun. Et donc, très concrètement, parce que ça ne dit pas grand-chose, mais très concrètement, l'ADI, en fait, propose des solutions de financement et d'accompagnement à la création d'entreprise aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Pour certaines raisons, certaines personnes n'ont pas accès au crédit bancaire, parfois pour des raisons de situation personnelle, bénéficiaires des minima sociaux ou demandeurs d'emploi depuis une certaine durée, parfois aussi pour des raisons de manque d'épargne personnelle pour constituer un apport. Voilà, certaines personnes n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc nous, l'ADI, nous offrons une solution de financement à ces personnes-là. Très concrètement, notre offre, c'est une offre qu'on appelle de microcrédit. Ce sont de petits prêts qui sont plafonnés à 12 000 € et qui peuvent être remboursés sur une durée allant jusqu'à 48 mois. Nous avons la possibilité de coupler ces prêts à ce qu'on appelle des prêts d'honneur, qui sont des prêts à taux zéro. Je n'entre pas trop dans le détail. En parallèle de cette offre de financement, nous offrons des services d'accompagnement et de conseil qui sont entièrement gratuits et que nous pouvons distribuer à travers un réseau d'agences en fait, physiques un peu partout en France. On a environ 150 agences dans lesquelles on accueille les porteurs de projets et également les entrepreneurs, les entrepreneuses qui souhaitent développer une activité et qui sollicitent nos services. Je reviens simplement sur notre offre, l'offre de financement de l'ADI. Elle a un caractère, disons, très inclusif, c'est-à-dire qu'elle est ouverte au plus grand nombre. Et cela à plusieurs titres. Je disais d'abord qu'elle s'adresse aux personnes qui ne parviennent pas à autofinancer leur projet avec de l'épargne personnelle ou familiale et aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, qui sont les voies les plus classiques du financement de la création d'activités en France. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que l'offre de financement de l'ADI, elle permet de couvrir tous les types de besoins, y compris les besoins de trésorerie, et donc évidemment également les besoins en matériel, en stock pour les activités de commerce, etc. Ensuite, notre offre de crédit, elle s'adresse à tous les statuts d'entreprise et à toutes les activités. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. On finance vraiment une grande variété d'activités, parfois même des activités assez originales. Et on finance tout type de statut. La moitié des clients de l'ADI sont en micro-entreprise et le reste ont des statuts, sont en société. Et enfin, ce qui caractérise un peu aussi l'accessibilité, disons, de l'offre de l'ADI, c'est que nous n'exigeons pas des personnes qu'elles aient un apport personnel pour octroyer un financement. Donc voilà, pour faire un peu schématique et concret sur l'offre de l'ADI, qui donc est une offre de prêt plafonnée à 12 000 €. Merci. Et donc, pour vous contacter, on peut passer par le site internet, j'imagine. Oui, alors très bonne question. Il y a plusieurs moyens d'entrer en relation avec l'ADI. Je crois qu'on viendra un petit peu plus tard sur le processus d'accès à nos services, mais je peux le détailler un petit peu. Je vais être assez bref. Donc, à l'ADI, nous avons une plateforme d'accueil téléphonique ouverte tous les jours, toute la journée. Pour trouver le numéro sur notre site internet. Vous avez également la possibilité de pousser la porte de l'une de nos agences qui ont pignon sur rue. Nous organisons très régulièrement des événements en physique et en ligne, environ 1 500 événements qui vous permettent de venir rencontrer les conseillers, les équipes locales de l'ADI. Et enfin, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec l'ADI via notre site internet, puisqu'on a un chatbot, un petit outil conversationnel qui permet d'exposer son projet et de prendre rendez-vous avec le conseiller de l'ADI le plus proche de chez vous. Super, merci. Hélène, vous voulez bien nous présenter l'offre d'Initiative France, qui est aussi peut-être moins connue que les caisses d'épargne et pourtant présent aussi sur tout le territoire? Moins connu et pour autant complémentaire, hein, puisque le réseau Initiative France, c'est le réseau effectivement qui accompagne les entrepreneurs vers le réseau bancaire. Hein. On est là pour compléter l'offre bancaire et donc on est
Là, on est cousins de Lady sur une autre frange de la création d'entreprise. J'ai vu dans le chat une personne qui disait j'ai de l'apport et j'ai une banque qui me suit, est-ce que je peux venir voir Lady? Bon, certes, oui, mais du coup, ça sera plutôt le réseau Initiative dans ce cas-là. Et donc, Initiative France est aussi un réseau national reconnu d'utilité publique et qui fédère 214 associations qui sont implantées dans toute la France et également dans les départements d'outre-mer, y compris, on peut élargir, il y a quelques associations initiatives aussi dans le nord de l'Afrique. Voilà. Donc, nous également, vous allez retrouver beaucoup de choses que vous a présenté Basile, parce que les réseaux d'accompagnement, on a un ADN tous commun de l'accompagnement de l'entrepreneur dans son projet. Donc, c'est un accompagnement aussi personnalisé et individuel. Donc, on va vous accompagner, quel que soit l'avancement de votre projet et de votre ambition. En fait, soit vous avez besoin d'un partenaire, d'un expert comptable, de travailler votre offre auprès d'autres organismes, type la chambre de commerce ou la chambre de métier. À ce moment-là, on va se placer en orientation vers un de nos partenaires pour que vous puissiez avancer dans la construction du projet. On disait tout à l'heure, il y a cette construction de projet à faire avant de contacter un des réseaux de financement. Et puis, dans ce cas-là, ensuite, on vous retrouvera pour finaliser le montage de votre projet et vérifier sa viabilité économique. On va construire avec vous le plan de financement le plus adapté. Et quand on dit avec vous, c'est avec vous, mais pas tous, pas qu'à deux, mais on va solliciter effectivement votre partenaire comptable et votre partenaire financier, donc la banque, si vous l'avez déjà choisi, pour vraiment ensemble construire un plan de financement qui soit, je parlais tout à l'heure d'adéquation, mais qui soit complètement en adéquation avec votre projet. Le bon niveau de financement pour que votre projet il se développe dans de bonnes conditions. En fait, c'est vraiment toujours ça qu'on recherche, en fait. C'est qu'on mette vraiment la bonne ingénierie financière face à votre projet et que vous puissiez démarrer sereinement. Ce qui fait la particularité, on va dire, peut-être la marque de fabrique du réseau Initiative, c'est que tout à l'heure, Florent disait qu'il fallait effectivement présenter votre projet. Enfin, voilà, la banque, elle attend une présentation d'un projet qui soit construit et assez mature. Et du coup, on va travailler avec vous cette préparation et on va travailler avec un comité d'agrément. Donc, c'est un comité qui est composé de bénévoles. Donc, partout en France, un réseau, il y a 15 000 bénévoles mobilisés dans toutes les associations et qui sont là, en fait, pour vous aider à cette préparation de présentation de votre projet. Du coup, ils mesurent vos motivations. Ce sont des bénévoles qui sont localisés là où vous allez vous implanter. Donc, ils connaissent extrêmement bien le tissu économique local. Donc, ils vont pouvoir vous apporter un regard très pertinent sur l'économie sur laquelle vous démarrez. Et puis, comme ce sont plusieurs professionnels qui ont l'habitude, on va croiser des experts comptables, des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent dans les réseaux associatifs locaux. Et du coup, ensemble, ils vont essayer de vous donner aussi une vision j'ai envie de dire, du coup, croisée et assez objective des chances de réussite de votre projet. Et quand vous êtes passé devant un comité d'agrément, alors là, effectivement, il y a une vraie attente, en tout cas, de nos partenaires qui travaillent dans les réseaux bancaires, de cette analyse de ce comité d'agrément, parce que c'est un vrai appui pour eux derrière pour défendre votre projet au sein de leur institution. Voilà. Et puis, la dernière étape de l'accompagnement d'Initiative France, c'est le suivi, puisqu'une fois que vous êtes financé, donc dans ce qu'on va proposer, pardon, je ne l'ai pas dit, donc je m'arrête une minute sur le produit proposé par Initiative France, c'est donc un prêt d'honneur. Ce prêt d'honneur, il est là donc pour faire effet levier sur l'emprunt bancaire. Et nous, on va venir en complément de ce que la banque ne va peut-être pas financer. Donc, soit compléter votre rapport personnel s'il est un peu juste, pour justement faire cet effet levier et optimiser le financement bancaire que vous pouvez obtenir. Et il va aussi être là pour couvrir vos besoins de trésorerie au démarrage, donc ce fameux temps de démarrage de l'entreprise en fonction de
de votre activité, soit vous pouvez encaisser tout de suite du chiffre d'affaires, soit ça mettra plus de temps. Et à ce moment-là, calibrer le prêt d'honneur pour pouvoir passer ces mois importants et que vous ayez des capacités de financement, j'ai envie de dire, homogènes sur le lancement de votre activité. Et donc, du coup, je disais que le troisième pilier de l'accompagnement d'Initiative France, c'est le suivi. Parce qu'on va rester à vos côtés pour le démarrage de votre entreprise. Donc, vous ne serez pas seul. Vous êtes accompagné par les équipes des associations locales et y compris, je vous ai parlé des bénévoles. Donc, il y aura un chef, vous avez la possibilité de solliciter un chef d'entreprise qui sera membre de l'association pour être là à côté de vous, pour lui poser les questions, pour vous aider à prendre votre place de chef d'entreprise. Et donc, vous aurez toujours quelqu'un en fait, à votre disposition, aussi pour vous mettre en réseau avec les bons acteurs sur le territoire. Voilà, on maximise vraiment toutes les chances de succès de votre projet par ces 3 points, l'accompagnement bénévole, le prêt d'honneur et voilà cette mise en réseau avec tous les acteurs du territoire. Merci Hélène. Il y avait une question du coup qui était à quel moment on vient voir Initiative France? Je pense que c'était par rapport justement au banquier. Est-ce qu'on va d'abord voir Initiative France puis le banquier ou l'inverse? On peut faire les deux. Ce qui est bien, c'est de ne pas avoir bouclé avec son banquier. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour travailler ensemble le projet. C'est bien qu'on ait une première idée de ce que le réseau bancaire est prêt à investir de prime abord sur le projet. Et puis après, ensemble, on affine, on retravaille, on échange et effectivement, pour à la fin avoir ce fameux plan de financement, j'ai envie de dire, le plus juste possible et puis surtout qu'on étudie le même et la banque et nous au sein de nos comités d'agrément. Et il y a un point, Agathe, que j'aurais aimé rajouter aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous pensiez que, en fait, on est en concurrence. C'est absolument pas le cas, bien au contraire. Et nous, en tant que banquier, on préférera en fait qu'un porteur de projet vienne nous voir en étant passé préalablement ou a posteriori, même suite au premier rendez-vous qu'il va avoir en agence, avec un réseau d'accompagnement tel que ceux qu'on cite, Initiative France, avec l'ADI, avec Force Femmes, on préférera en fait que les porteurs et les porteuses de projets soient passés en fait dans ces réseaux pour boucler nous, parce que pour nous, c'est une garantie de succès beaucoup plus importante. Il y a des statistiques qui circulaient il y a quelques années et qui disaient en gros que vous aviez des chances de succès qui étaient beaucoup plus importantes si vous passiez par un réseau d'accompagnement. Et le taux d'échec était minoré parce que derrière, il y a du conseil, parce que derrière, il y a des fonds propres et de l'apport personnel ou des quasi-fonds propres qui peuvent vous être apportés, parce qu'il y a de la garantie qui peut vous être apportée. Et donc, tout ça, c'est hyper important pour le banquier. Donc, nous, on est à fond justement dans ce souhait de faire appel à des réseaux d'accompagnement en complémentarité en fait avec le banquier, parce que c'est un gage de succès qui est beaucoup plus important. On peut peut-être leur donner les chiffres, Florent. Je crois que c'est les chiffres qu'il y avait quelques années, mais je crois qu'ils sont toujours en vigueur. C'est une entreprise sur 2 s'arrête dans les 3 ans sans accompagnement. Avec les réseaux associatifs, on est autour d'un taux de pérennité qui tourne entre 80 et 90%, fonction des années. Donc, ça vous fixe un peu les idées. C'est très, très important pour le coup. Et effectivement, vous avez évoqué le réseau de garantie. Donc, vous avez un réseau aussi en France qui s'appelle France Active et du coup, qui apporte aussi la possibilité de garantir votre prêt au niveau de la banque et qui limite vos cautions personnelles. Et donc, ça aussi, c'est un réseau avec lequel on travaille en complémentarité sur le terrain. Tout à fait. Pour la réflexion de Florent m'en appelle d'autres. Et d'ailleurs, je souhaitais répondre à une des questions du chat. En effet, il n'y a aucune forme de concurrence entre nos différentes activités. Simplement, nos activités, nos services adressent des besoins ou des personnes différentes. Pour répondre à une question que j'ai vu passer dans le chat, l'offre de l'ADI ne peut pas être complémentaire à un crédit bancaire. L'offre de l'ADI est vraiment réservée aux personnes qui n'ont pas la possibilité de mobiliser un financement bancaire.
Et l'offre de l'ADI, elle concerne des projets ayant un besoin de financement relativement faible, puisqu'elle est, comme je le disais, plafonnée à 12 000 euros, quoi. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Après, Basile, on peut peut-être juste leur dire, enfin moi, voilà, ça fait 20 ans que je travaille dans le réseau Initiative. J'ai vu des projets qui ont démarré avec l'ADI et puis Exactement. sur leur première phase de développement ont été accompagnés par le réseau Initiative pour aller vers la banque. Donc ça, c'est super chouette parce que c'est des projets qui grandissent et qui vont chercher les bons outils au moment où ils en ont besoin. Donc ça, c'est plutôt des belles histoires. Oui, tout à fait, Hélène, vous avez tout à fait raison. En fait, pour un grand nombre de projets, l'ADI est disons, un marchepied ou une première marche qui permet ensuite qui permet le démarrage. Voilà, de tester avec des petits investissements, petits montants, petits emprunts, petits risques, et qui, pour les personnes qui souhaitent se développer, va permettre en fait d'accéder ensuite aux offres complémentaires d'initiatives et des réseaux bancaires tels que la caisse d'épargne. Donc, c'est vrai que beaucoup de nos clients, en fait, sont nos clients pendant un temps. Et puis ensuite, ils vont avoir de nouveaux besoins de financement qu'ils vont aller solliciter. C'est aussi, nous, de mettre à l'étrier. Ensuite, les personnes puissent accéder à des modes de financement un peu plus classiques. Oui, merci à tous les trois de vos interventions. Ça me permet effectivement de reboucler tout ce que vous avez dit sur ce que nous, on observe depuis 15 ans qu'on accompagne des créatrices, avec ce que vous disiez, Basile, dernièrement, donc petit montant, petit risque, petit projet. Donc ça, c'est généralement un mot bien estampillé féminin, d'avoir un petit projet de création d'entreprise. Et pour reboucler avec ce que disaient Florent et Hélène, l'idée par rapport à son financement, c'est justement de ne pas le voir de manière trop petite. On va revenir dessus par rapport à cette question du business plan, mais ça ressort vraiment dans les projets portés par les femmes que la prise de risque par rapport au financement est resserrée au maximum pour emprunter le moins possible, voilà, et s'endetter le moins possible. Et ce qui fait que sur les phases justement de démarrage à 3 ans, etc., c'est quand même assez important, je parle devant 3 professionnels, de ne pas voir trop petit pour ne pas se retrouver bloqué à un moment par un manque de trésorerie. Mais du coup, ça m'amène à une autre question, c'est que vous représentez tous les 3 des réseaux mixtes, vous accompagnez aussi bien des hommes que des femmes, et je me demandais si dans vos études et vos observations, vous aviez pu voir des spécificités concernant les projets portés par les femmes. Alors, on va commencer avec Florent parce que je sais que vous avez un baromètre que vous diffusez à l'Europe entière. Donc, savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez observé? En fait, Agathe, on a mené un certain nombre d'études et de baromètres depuis ces dernières années pour essayer de comprendre en fait quel était un petit peu le profil de ces femmes en fait créatrices d'entreprises, qui étaient souvent moins nombreuses à se lancer que les hommes, on l'a vu. On a fait plusieurs constats et il y en a un notamment qui est peut-être le constat principal et qui corrobore complètement ce que tu disais à l'instant, c'est que généralement les femmes qui se lancent ont des projets qui sont des projets, des petits projets justement, ce qu'on n'aimerait pas entendre, parce qu'elles ne veulent pas peut-être mettre en péril leurs finances ou les moyens de la famille, du foyer. Et souvent, les projets féminins sont des projets qui ne sont pas excessivement ambitieux. Lorsque nous avons des hommes qui viennent dans les agences en fait, pour financer des projets, là souvent les hommes, c'est un peu caricatural hein, ce que je dis, mais ont souvent beaucoup moins de complexes et présentent des projets qui sont souvent beaucoup plus importants, où l'apport personnel n'est pas forcément tellement plus important, mais où, en tout cas, les sommes qui sont demandées en termes de financement sont souvent beaucoup plus importants, avec des chiffres d'affaires qui sont présentés, qui sont souvent également beaucoup plus importants que ce qui nous est présenté par des femmes. Et dans le dernier baromètre, justement, qu'on évoquait là tout à l'heure, qui est le baromètre européen, ce qu'on avait voulu faire en fait ces derniers mois, c'était d'essayer de regarder en fait s'il y avait des spécificités entre les femmes françaises et les femmes européennes qui lancent des projets de création d'entreprise. Et on avait fait plusieurs constats en fait qui mettaient en exergue le fait qu'on avait des femmes qui
qui avaient des spécificités lorsqu'elles étaient françaises par rapport à la création d'entreprises. Il y avait un premier constat qui était de dire que les femmes françaises allaient plutôt chercher des petits projets, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et des petits projets sans salariés. Hein. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, on peut très bien imaginer au démarrage de son activité ne pas avoir de salariés, c'est tout à fait logique, et c'est même plutôt de bon sens, en fait. Mais assez vite, il faudra peut-être se demander, peut-être au bout de 4-5 ans, si on n'a pas intérêt à embaucher, parce que si on veut se développer, on va avoir besoin de main-d'œuvre, on va avoir besoin de cerveau en plus, et ça sera peut-être nécessaire. Donc ça, c'était un peu une spécificité française. On avait vu également, ça c'était un point qui était très positif, c'est que les femmes françaises étaient les femmes qui avaient un vrai choix professionnel par rapport à la création d'entreprise. Elles avaient une vraie stratégie de lancement. Ce n'était pas parce que tout d'un coup, elles s'étaient retrouvées au chômage ou qu'elles étaient dans une difficulté telle qu'il fallait qu'elles réagissent et qu'elles trouvent une alternative en fait, à leurs problèmes. En fait. Mais c'est que ça rentrait en fait, dans un cadre de projet professionnel. Elles avaient envie de se lancer, elles avaient une idée, elles avaient un projet et elles avaient envie de le mettre en œuvre. Donc ça, c'était plutôt positif. On voyait également que les femmes françaises étaient les plus majoritaires à souhaiter reprendre des entreprises plutôt qu'en créer. Alors, 80% des femmes françaises étaient plutôt dans un projet de création d'entreprise. 20 ou 25% des femmes françaises étaient dans un projet de reprise. Mais les autres femmes qui étaient interrogées, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans des pays nordiques, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, étaient plutôt sur des projets en proportion plus importante de création que de reprise. Moi, je suis un farouche défenseur de la reprise d'entreprise parce qu'il y a malheureusement trop peu de repreneurs d'entreprises qui se font jour chaque année, ce qui fait qu'on voit aujourd'hui chaque année des entreprises qui disparaissent parce que vous avez des créateurs d'entreprises qui ont lancé leur boîte il y a 20 ou 30 ans et qui ne retrouvent pas de repreneurs. Donc, il y a un patrimoine en fait, intellectuel, un outil de travail extraordinaire qui disparaît. Et on a tendance plutôt à construire sur des bases complètement nouvelles, alors que je pense qu'il est très intéressant de pouvoir partir aussi et de s'interroger sur la nécessité peut-être de partir d'un existant, d'une entreprise qui a été créée, qui appartient à quelqu'un, qui a peut-être plus investi depuis quelques années parce qu'il a l'intention de partir à la retraite. Mais je trouve très intéressant de s'interroger sur la reprise si vous avez éventuellement des projets qui peuvent se proposer. Deux autres éléments sur ce baromètre européen qui nous fait dire que les projets étaient différents entre les Françaises et les Européennes. La grande majorité des Françaises font appel à l'emprunt, alors qu'il y a beaucoup de femmes européennes qui, elles, ont plutôt tendance à essayer de se débrouiller elles-mêmes pour financer leurs projets. Et moi, je suis un fervent défenseur du recours à l'emprunt, alors non pas parce que je suis banquier, mais parce que je pense qu'il est très important d'avoir un effet de levier. Quand on a un petit apport personnel, de pouvoir avoir un emprunt à côté qui va vous permettre de souffler, qui va vous permettre de faire des investissements, qui va peut-être vous permettre de faire face à des problématiques de trésorerie, par exemple. Tu le disais, Agathe, et tu l'exprimais très bien tout à l'heure, si vous allez sur un projet au départ qui n'est pas suffisamment ambitieux parce que vous ne voulez pas trop emprunter vis-à-vis de votre banquier et qu'au bout d'un an, vous êtes dans une situation hyper délicate parce qu'il aurait peut-être fallu que vous empruntiez en fait plutôt 50 000 de plus au démarrage, le banquier, quand vous allez le rencontrer au bout d'un an, vous allez lui montrer vos chiffres qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on avait envisagés au départ, et il va avoir du mal à vous prêter à nouveau 50 000 euros. Alors que si c'est un sujet qui a été évoqué dès le démarrage, avant le premier emprunt, c'est beaucoup plus, à mon avis, facile à négocier. Et puis le dernier point, alors ça, c'est là, il faut que l'ADI, Initiative France et Force Femmes bougent leurs oreilles parce que ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais ce baromètre européen nous disait que les réseaux d'accompagnement sont très peu connus d'une manière générale. Donc là, il y a un énorme travail encore de pédagogie à faire vis-à-vis des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour vous faire connaître parce que vous êtes encore trop méconnus. Il y a encore trop peu de femmes en fait qui font appel à vos réseaux. Et un dernier point positif, c'est que globalement, les femmes françaises étaient les femmes qui étaient les plus heureuses lorsqu'elles avaient passé le pas de la création d'entreprise. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ce que je voudrais dire en conclusion de ce baromètre, si vous voulez, qu'on a lancé, c'est de dire, d'abord, la création d'entreprise, ce n'est pas une assurance tout risque. Donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Et c'est une vraie aventure humaine. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez passer par un banquier sympa, que vous allez passer par un réseau d'accompagnement sympa qui va vous aider, que vous allez forcément réussir. C'est un vrai parcours qui est complexe, qui est difficile, avec des embûches, et il faut l'avoir en tête dès le démarrage. Ça. Mais qu'en revanche, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, les femmes qui se sont lancées et qui ont réussi à pérenniser leur affaire sont des femmes qui sont heureuses d'avoir passé le pas et de faire ce qu'elles font aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Merci
Florent. Il y a une question très contextualisée là, par Gersande qui formule qu'elle voudrait racheter un fonds de commerce actuellement en plein Covid. Et quel est l'état d'esprit des banques aujourd'hui par rapport à ce type de prise de risque? Alors, nous, ça nous pose aucun problème, Gersande, et je vous invite à venir nous rencontrer dans nos agences parce que toutes nos agences restent ouvertes pendant le Covid. Hein. Ça, c'est une décision que nous avons prise il y a quelques jours parce que nos clients ont besoin de pouvoir aller dans leur agence bancaire pour demander des conseils, pour déposer des chèques, pour retirer de l'argent. Donc, nos conseillers sont disponibles, sont à votre écoute et il faut impérativement aller les voir pour leur présenter votre projet. Si c'est un projet professionnel, ça ne fait aucune difficulté. Le projet, de toute façon, ne va pas être financé immédiatement, j'imagine. Je pense qu'il va y avoir une première étape qui va consister justement à ce que vous présentiez votre projet à votre chargé d'affaires, à votre conseiller de clientèle. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir engager, si vous voulez, un vrai partenariat. Donc, rentrez dans nos agences, prenez rendez-vous avec un conseiller de clientèle et on est bien évidemment ouvert pour vous écouter. Merci beaucoup. Basile, est-ce que vous avez fait une observation particulière, vous, par rapport peut-être au type d'activité créée qui était portée par les femmes ou d'autres observations? Alors, nous, alors d'abord, les femmes maladies représentent un client sur deux, donc ce qui est un peu différent de la représentation des femmes dans le paysage de la création d'entreprises en France. Florent disait 30%, entre 30 et 40% en France, et puis Aladi, c'est la moitié, c'est 50% de nos clients qui sont des femmes. Parmi les 10 000 femmes qu'on a financées et accompagnées en 2019, c'est un peu plus que 10 000, d'ailleurs quasiment 11 000, on retrouve une grande diversité d'activités, de profils, peut-être quelques ordres de grandeur. 30% de nos clientes se sont lancées dans des activités de services. Services pour les particuliers, services pour les professionnels, beaucoup de services d'ailleurs réalisés au domicile des clients. Quelques exemples, bien sûr, des activités de garde d'enfants, des activités de couture, des activités retouches, des activités esthétiques, cosmétiques, voilà, ce type d'activité-là. 17% de nos clientes ont été financées pour une activité de commerce, commerce sédentaire, j'entends, avec un local. 13% pour du commerce ambulant, donc le commerce sur les marchés. Et puis ensuite, on a aussi des activités qui sont assez représentées, telles que l'agriculture, la restauration, évidemment, ou encore l'artisanat. Nous, on n'observe pas de spécificité forte. Hein. Ce qu'on voit quand même, c'est que, en général, et ça rejoint peut-être certains éléments du baromètre présenté par Florent, des projets souvent plus mûrs, plus réfléchis, et souvent très en adéquation avec des aspirations personnelles et des trajectoires, disons des trajectoires de vie ou des projets de vie à moyen terme. Peut-être un peu moins d'impulsivité, si je peux être dans ces termes-là, dans la conduite de la démarche. Ce qu'on voit aussi, c'est que on constate que les femmes, en effet, ont beaucoup plus de réticence à l'endettement et au risque. Et ça, c'est vraiment un phénomène sur lequel il faut lutter, et aussi en lien avec ce qu'on a évoqué sur le montant et la hauteur de l'endettement et la prise de risque. Nous, quand on dit qu'on finance des petits projets, loin de nous l'idée de les sous-financer. Et je rejoins tout à fait Florent lorsqu'il explique qu'il vaut mieux, il faut être bien financé au démarrage, parce qu'il est beaucoup plus facile de solliciter un financement lorsqu'on se lance plutôt que lorsqu'on se retrouve en difficulté. Et donc, cette question un peu délicate de la définition, notamment du besoin de trésorerie, du besoin en fonds de roulement, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut bien travailler. Mais c'est ça, mais c'est pas compliqué, il ne faut pas s'en inquiéter. Il existe des outils pour le faire. Il existe des réseaux pour accompagner des personnes, et puis des outils pour faire tout ça soi-même si on le souhaite, notamment en ligne. Donc, rien de très compliqué, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut prendre le sujet à bras le corps. Donc ça aussi, une spécificité qu'on observe en effet des femmes, le plan de financement moyen, elle a dit, est inférieur, significativement inférieur chez les femmes qui se lancent.
Mais donc, pour revenir sur les activités, mais voilà, comme ça, pour être un peu concret, je peux vous donner quelques exemples. Alors, je disais qu'à l'ADI, on avait financé quasiment 11 000 femmes en 2019. Donc, je ne pourrais pas raconter la vie de chacune d'entre elles, mais quelques illustrations. Je pourrais vous parler de Louise, dans le Puy-de-Dôme, dans un petit village qui s'appelle Riom, qu'on a financé pour un montant de 6 000 euros pour le lancement d'une activité de dépôt-vente de vêtements. Je pourrais vous parler également d'Amandine dans les Deux-Sèvres, qui était bénéficiaire du RSA et qui a lancé une activité de maraîchage biologique avec son compagnon, ou encore d'Alexandra à Saint-Pierre-des-Corps, qui a ouvert une boulangerie après avoir été assez longuement demandeuse d'emploi. Je pourrais vous parler aussi de Gloria pour illustrer un peu le fait qu'on finance des activités parfois un peu originales ou atypiques. Gloria s'est lancée dans la région lyonnaise dans des activités elle propose des solutions de compostage aux entreprises et des poulaillers collectifs. Et donc, chacun de ses clients peut en fait être propriétaire d'une poule dont elle va s'occuper. Et chacun pourra venir chercher ses œufs chaque matin dans ce poulailler collectif, quoi. Donc, voilà quelques exemples d'activités de femmes que l'ADI a soutenues ces derniers mois. Merci Basile. Hélène, est-ce que vous avez observé des chiffres, des tendances particulières pour les projets que vous accompagnez qui sont portés par les femmes? Alors, je vais être un peu redondante avec Florent et Basile, parce que alors d'abord, déjà le taux d'accompagnement Initiative France est aussi 40%, mais ça va avec ce que vous a expliqué Florent, puisque on travaille avec le réseau bancaire. Donc forcément, le taux de 40% en elle-même. Donc c'est 8 000 femmes qui sont accompagnées chaque année par le réseau Initiative. Donc visiblement, effectivement, on ne communique encore pas assez pour dire qu'on est là. Et surtout que j'ai vu une question dans le chat, on m'a demandé si c'était gratuit. Eh bien oui, en plus, l'accompagnement Initiative France, alors il n'est pas gratuit parce qu'il a quand même un coût, il est pris en charge par les collectivités publiques. Mais oui, pour l'entrepreneur, il est gratuit. Donc, je crois qu'on ne le dit pas assez. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? On observe exactement ce qu'ont dit Basile et Florent. Alors, je vais le qualifier sous le manque de confiance, mais effectivement, c'est un peu peur en disant on évite de commencer trop gros, on va commencer petit. Il y a une forte prudence, je pense que c'est lié au public féminin et du coup, statistiquement, on fait les mêmes observations qu'a pu faire l'ADI. Les plans de financement sont plus petits, les montants de cofinancement bancaire sont plus petits. Voilà, et nous, on essaye de lutter contre ça parce qu'effectivement, il faut absolument aller chercher le financement dont vous avez besoin pour la taille de l'entreprise que vous avez besoin. En fait, dans le réseau Initiative, il y a de tout, puisque voilà, les prêts d'honneur, on peut aller selon comment on cumule les dispositifs jusqu'à 50 000 euros de prêts d'honneur. On a des femmes qui innovent, qui font de la levée de fonds, et on a aussi des petites entreprises voilà, plus classiques. Donc, il y a un peu de tout. Nous, ce qu'on va chercher, c'est toujours le bon niveau de financement. Et même chose, peut-être pour répondre aussi en même temps aux questions du chat, est-ce qu'on peut aller chercher des financements locaux, régionaux? Oui, en fait, le réseau Initiative, on essaye vraiment d'être embranché avec tous les dispositifs et du coup, d'aller chercher les financements au-delà de la banque, voilà, qui vont être en adéquation avec le projet. Donc, si on est sur une ville où il y a une opération de revitalisation commerciale, évidemment, quand vous reprenez le commerce, on va travailler avec la collectivité locale et on va indiquer à l'entrepreneur, voilà, là, votre commerce, il est éligible à cette aide régionale de revitalisation du commerce. Vous pouvez aller chercher en complément. Et donc, tout ça, on va le monter dans le plan de financement. Mais effectivement, il y a cette peur qui entoure, qui fait qu'on se dit, non, mais voilà, cette prudence qui va faire que peut-être parfois, il faut un peu pousser l'entrepreneur femme à prendre des risques. Et puis peut-être pour terminer, puisque Basile nous a raconté des belles histoires, moi je vous propose d'aller sur le site initiativeauféminin.fr. C'est des portraits de femmes entrepreneurs qu'on fait chaque année, puisqu'on a un concours annuel pour aussi valoriser les belles expériences et les femmes remarquables, même si elles le sont toutes. Voilà, donc vous aurez des belles histoires, des beaux parcours inspirants voilà, en vidéo à retrouver sur le site.
Merci beaucoup. Alors, vous parlez justement du plan de financement, donc ça me permet de faire le point pour nous amener à cette question cruciale du business plan, qui est vraiment très récurrente. En tout cas, nous, dans l'accompagnement des porteuses de projets, c'est toujours un point nodal de l'élaboration de leur projet. Donc, d'après vous, est-ce que c'est obligatoire de faire un business plan, quelle que soit son activité? Et si oui, à quel moment le faire? Comment le faire? Avec qui? Basile? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un business plan, je dirais, puisque ça peut être un objet qui peut faire peur. Ça peut être une démarche aussi qui n'est pas forcément accessible à tous, puisque ça peut demander une certaine maîtrise des chiffres, une certaine maîtrise aussi une capacité à obtenir des informations et à les retranscrire. Donc ce n'est pas un exercice qui est forcément accessible à tous. Nous, à l'ADI, nous n'exigeons pas la formalisation d'un business plan. En revanche, il est absolument essentiel de se projeter avant de démarrer une activité et d'avoir des idées les plus précises possibles et d'avoir conduit une réflexion qui va permettre d'avoir une idée des grands équilibres de la future activité. Parce qu'il y a quand même un sujet essentiel. Lorsqu'on crée une activité, l'un des objectifs qu'on va poursuivre, c'est de générer un revenu. Or, pour générer un revenu, il faut que cette activité soit rentable, évidemment. Et donc, il serait un petit peu dangereux de se lancer sans avoir défini si la future activité sera rentable, si elle permettra de générer un revenu et si ce revenu sera suffisant au regard des besoins de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, au regard des besoins du foyer. Donc, bien sûr que cette démarche de projection, de réflexion, elle est absolument essentielle. Maintenant, la formalisation dans un document Excel de 40 onglets qui donne lieu à un PDF de 20 pages ou de 50 pages, ce n'est pas forcément une étape obligatoire, mais ça dépend aussi peut-être de la nature des projets, de l'ambition des projets et du besoin de convaincre des interlocuteurs que l'on va avoir en face, notamment dans la recherche de financement. Elle a dit, et je rebondis d'ailleurs sur une question qui a été posée dans le chat, on va pouvoir vous accompagner pour conduire cette réflexion autour on va plutôt appeler ça la formalisation de votre projet plutôt qu'un business plan, on va dire. Et on va travailler étroitement avec des acteurs, des réseaux, notamment je pense à un réseau qui a été évoqué dans le chat et qui est très présent en France, qui s'appelle le réseau BGE, le réseau des boutiques de gestion, qui est un réseau également associatif, qui propose un accompagnement très abouti, très poussé, et qui permet notamment aux porteurs de projets de formaliser, réaliser un business plan. Et puis, elle a dit, on a récemment lancé nous, un outil en ligne très agile, très simple d'utilisation dans ses mécanismes et puis son vocabulaire, disons, qui est un outil 100% en ligne qui permet de préparer son projet, qui permet de choisir son statut juridique et qui permet de faire, appelons-le business plan ou en tout cas un prévisionnel d'activité en renseignant quelques données sur l'activité projetée. Donc, on propose, voilà, c'est un service qui est gratuit, qui est 100% en ligne et qui est particulièrement fun pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les chiffres et qui appréhendent un peu cette démarche-là. Merci Basile, pardon, je répondais à une question. Très bien. Hélène, est-ce que vous avez des observations particulières par rapport à la rédaction, à l'optimisation et à la finalisation de ce business plan? Alors, moi, peut-être c'est vrai que ce mot, on peut peut-être le définir, business plan, parce que ça fait partie de notre jargon, de notre quotidien. Alors, c'est sûr que, voilà, je crois que, moi, en tout cas, vous avez une définition tout à fait officielle de ce qu'est un business plan. Donc, Basile vous en a dit quelques lignes, mais voilà, il doit être composé d'un plan de financement, d'un
compte de résultat au démarrage, d'un plan de trésorerie, des grandes lignes de l'entreprise, hein, de votre offre, enfin, le détail de votre offre de service, l'étude de marché. Voilà, si vous lisez des bons documents de gestion, on vous dira tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut mettre derrière un business plan. Moi, je rejoins plutôt Basile dans l'analyse. Bien évidemment, on vous aide à préparer le dossier pour la banque. Je pense, Florent, vous ne me contredirez pas, il faut quand même un dossier un peu construit pour arriver devant votre banque. Donc, effectivement, on va travailler alors, comme l'a dit, avec des outils qui vont vous permettre de structurer cela et puis d'arriver avec la banque à quelque chose de rédigé et une vision globale du projet, y compris avec les éléments financiers. Après, fonction de la taille de l'entreprise, on va plus ou moins loin. Un business plan, ça peut être simplement faire l'état de ses besoins pour démarrer son entreprise et puis en face, quelles ressources je mets et qu'est-ce qui finance quoi. Alors, on a aussi cette approche, comme elle a dit, d'un accompagnement un peu pédagogique, fonction du besoin en fait de l'entreprise. On va aller plus ou moins loin dans les concepts. Hein. C'est sûr que si on est sur un projet qui demande des investissements, évidemment, on va rentrer dans les notions d'amortissement. S'il y a beaucoup d'achats, on va rentrer dans les notions de fiscalité. Voilà, on va aller aussi loin qu'on peut, fonction du projet. Donc, on adapte, quoi qu'il en soit. Voilà, moi, ce que je dis toujours, c'est que ce business plan, d'abord, il ne faut pas que ça fasse peur. Et à l'inverse, en fait, il faut se l'approprier, le comprendre, quel que soit le niveau de finesse, on va dire, qu'il a. Et du coup, c'est de pouvoir comprendre les notions qui sont dedans. Et derrière, alors moi, c'est ça, et c'est un gros moment, d'en faire un outil de pilotage de son entreprise, en fait. Parce que quand on sait, en fait, où on va, quand on comprend ces chiffres, ça va nous permettre tout au long de la vie de son entreprise de prendre des décisions. Je trouve que l'instant qu'on vit cette année 2020, il est ultra important parce que en fait, la vie de votre entreprise, elle est chamboulée tous les jours. Tous les jours, vous pourriez refaire votre plan de trésorerie. Tous les jours, vous pourrez refaire votre compte de résultat. C'est un mouvement permanent. Et du coup, si vous comprenez vos notions, et ben, du coup, ça va vous aider à chaque fois à vous appuyer sur ces éléments financiers pour prendre vos décisions. Et donc, du coup, voilà, donc on travaille comme Basile, enfin comme l'a dit, pardon, l'a présenté, on est bien sûr, on s'appuie sur les structures en fait qui vont commencer à construire le business plan. Donc, ça peut être les boutiques de gestion, ça peut être un expert comptable, ça peut être effectivement une structure. Alors, vous avez des fois des structures qui vous font des packages complets du business plan global avec la partie d'études juridiques, etc. Voilà. Nous, on va travailler avec ce que vous nous amenez, j'ai envie de dire. Et à partir de là, notre première fonction, c'est de comment on dit ça, de vulgariser en fait. D'être sûr qu'en fait, les éléments que vous avez dans les mains, vous les avez compris et vous saurez les manipuler. Voilà. Et du coup, moi, j'aime bien toujours, pour le business plan, quand on nous demande si c'est obligatoire ou pas, je cite toujours une citation de Sénèque, mais ça va vous faire rire. Mais en fait, je dis toujours, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, pour moi, le business plan, c'est surtout quelque chose, c'est une boussole, en fait, pour savoir où on en est et savoir où on veut aller. Merci beaucoup. Et Florent, peut-être peux-tu nous donner l'autre regard, c'est-à-dire justement, là, Hélène et Basile se sont exprimés sur la démarche de faire son business plan. Et en face, qu'est-ce que le banquier attend de ce business plan? Qu'est-ce qu'on cherche à montrer avec cet outil, justement? On cherche en fait à s'assurer qu'on est face à un client qui a un projet réaliste, en fait, hein, qui soit équilibré. C'est-à-dire que il va avoir un projet avec derrière des investissements qui vont être liés à la création de son entreprise. Alors, ça va être des investissements qui vont être des investissements informatiques, de la bureautique, des machines, du mobilier, un véhicule. On est face à quelqu'un qui va peut-être devoir financer un stock. On est face à quelqu'un qui va avoir besoin d'une trésorerie de départ parce qu'il va avoir un loyer à payer, des assurances, des salaires, des fournitures, des charges sociales, de l'électricité, du téléphone. Donc, c'est cette trésorerie en fait qui va être utilisée mensuellement va être nécessaire. Et on va avoir besoin en fait que ce candidat finalement se pose un peu et nous dise, ben voilà, moi j'ai besoin d'investir une certaine somme d'argent parce que je vais avoir tous ces achats à réaliser pour pouvoir me lancer.
Donc, je mets face à vous en fait un plan de financement. J'ai un apport personnel qui va être souvent aux alentours de 30% en fait, de l'investissement total. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de vous demander de me prêter 70%. J'ai prévu également un compte de résultat sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va nous permettre de voir un petit peu normalement comment va se développer l'entreprise. L'idée que c'est pas scientifique en fait, la création d'entreprise. Donc, on a bien conscience, si vous voulez, que quand on nous présente notamment un compte de résultat prévisionnel, dans 3 ans, quand on va se revoir, on ne va pas regarder si on en est à l'euro près en fait par rapport à ce qu'on avait prévu. Ça ne va jamais se passer comme ça en fait. Mais au contraire, ça sera plutôt intéressant de se dire, bah tiens, on se revoit dans 1 an, on se revoit dans 2 ans, on se revoit dans 3 ans pour voir s'il y a des décalages, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que votre marché il a changé? Est-ce que parce que les machines que vous avez achetées ou votre stock il est trop lourd, etc. Donc, c'est aussi pour pouvoir créer un échange et éventuellement reconsidérer finalement la problématique et voir s'il y a des possibilités qui se font jour pour faire en sorte que la pérennité de l'entreprise puisse continuer à être au rendez-vous. Donc, on va avoir besoin d'échanger sur ce compte de résultat avec le client. On va avoir besoin d'échanger sur le plan de financement avec le client. On va avoir besoin d'échanger aussi sur un tableau de trésorerie, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, je vais avoir des achats en fait, mensuels, je vais avoir des dépenses mensuelles et ma rentrée d'argent, elle ne va pas se faire immédiatement. J'ai des clients quelquefois qui vont me payer immédiatement, mais j'ai parfois des clients qui, eux, vont me payer à 60 ou 90 jours, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai la capacité d'avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir encaisser justement ce décalage qui fait que je ne vais pas être payé immédiatement. Donc, c'est ces réflexions qu'il faut avoir. Maintenant, il ne faut pas avoir peur, à mon avis, de ces réflexions, parce que comme l'ont très bien dit en fait Basile et Hélène, c'est que, eux, ce sont des spécialistes de ces sujets. Donc, quand vous allez voir un réseau d'accompagnement, ces réseaux d'accompagnement, ils vont vous aider à avoir plus clair, ils vont vous aider à construire en fait ces différents documents qu'il faudra présenter aux banquiers. C'est leur rôle en fait, c'est leur métier. Quand vous allez dans un réseau comme Initiative France, vous me direz, Hélène, si je dis une bêtise, mais moi ce qu'on m'avait dit, c'est que quand vous êtes pris en main par Initiative France aujourd'hui, c'est comme si vous aviez accès à 30 heures de formation individuelle par un expert qui va vous aider justement à bâtir votre projet. Donc, ça n'a pas de prix, surtout si c'est gratuit. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est ça, Hélène, c'est à peu près une trentaine d'heures de conseils et d'expertise. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes face à des vrais pros, des vrais spécialistes qui font ça tous les jours, qui sont des gens locaux en plus, donc ils connaissent en fait vos spécificités parce que des initiatives France, vous en avez dans toute la France. Et ces gens-là, en fait, ils vont vous aider en fait, à monter votre dossier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien. L'autre élément, et c'est Basile qui en parlait tout à l'heure également à juste titre, je crois qu'il faut aussi désacraliser cette problématique de business plan parce que ces informations, elles sont disponibles en quelques clics aujourd'hui sur tous les sites sur Internet. Vous allez trouver ça au niveau des chambres de commerce. Il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans le fil de discussion. Vous allez en trouver au niveau des chambres de métiers. Vous allez trouver ces informations également sur l'ensemble des réseaux d'accompagnement. Vous allez trouver ça aussi au niveau de BGE. Il y avait une question qui était posée tout à l'heure, qui sont ces centres en fait, qui vous aident également à construire votre projet. Donc, il faut vraiment désacraliser cette notion. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que le jour où vous allez voir le banquier pour solliciter le financement, il faut quand même que vous soyez bien préparé. Je ne vous parle pas du premier rendez-vous en amont qui n'est pas forcément nécessaire, d'être bien préparé. Mais en tout cas, le jour en fait, où vous avez construit votre projet, que vous savez où vous voulez aller, que vous avez les documents à fournir à votre banquier, il faut que vous soyez capable là, de répondre aux questions. Parce que l'idée, si vous voulez, c'est que en fait, le conseiller de clientèle, ce n'est pas un sadique qui va essayer de trouver les petits aspects qui ne vont pas pour essayer de vous mettre en difficulté. Pas du tout. Il n'a simplement pas envie que vous vous plantiez. Parce que nos intérêts, ils sont les mêmes en fait. À partir du moment où nous, on va prêter 70 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros, vous allez rembourser en fait chaque mois un petit peu. Mais nous, on n'a pas intérêt à ce que vous plantiez. Pour une bonne raison, c'est que l'argent en fait, qu'on va vous prêter ne nous appartient pas. Elle appartient à nos clients. Elle vous appartient à vous en fait. Parce que vous avez un compte d'épargne à la caisse d'épargne, parce que vous avez un livret A, parce que vous avez mis un petit peu d'épargne chez nous. Donc, on n'a pas le droit de jouer avec cette matière première, en fait. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a besoin vraiment de faire en sorte que le dossier soit bien construit. Et c'est toute la force de ces réseaux d'accompagnement, au même titre que Force Femmes, bien évidemment, qui vont aider à ce que vous, créatrices d'entreprise, vous puissiez préparer votre projet au mieux.
Je vais peut-être compléter, je rebondis juste sur ce que disait Florent, même chose, hein, nous on conditionne, votre réussite c'est ultra essentiel parce qu'effectivement c'est pareil, l'argent qu'on prête c'est pas le nôtre, c'est des fonds publics et des fonds privés qui nous sont mis à disposition et du coup c'est remboursable environ sur 3 ans et l'idée aussi c'est que ce que vous remboursez, on le prête à d'autres, donc c'est ultra aussi important, enfin c'est un cercle vertueux pour nous la réussite. Merci de vos interventions. Alors, il y a eu quelques questions. Je me permets là d'en faire part parce qu'on est dans le sujet. Y a-t-il justement, en fonction des montants demandés, des acteurs différents? Quelqu'un a évoqué aussi le réseau Entreprendre. Basile disait tout à l'heure que l'ADI pouvait accompagner jusqu'à 18 000 euros. Donc, effectivement, c'est aussi un peu structuré par montant, les interlocuteurs auxquels on s'adresse. Basile, Oui. je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, alors pour être un peu plus précis, donc l'ADI intervient jusqu'à 12 000 euros sous forme de prêt. Et je ne sais pas si j'ai déjà répondu à cette question, mais je l'ai passé 2 fois sur le chat. L'ADI ne peut pas venir en complément d'un crédit bancaire. Les services de l'ADI sont vraiment réservés aux personnes qui n'y ont pas accès. Donc, pour répondre simplement, si vous avez un projet avec un besoin de financement qui est inférieur à 12 000 euros et que vous ne parvenez pas à couvrir ce besoin via de l'emprunt bancaire, la bonne porte est celle de l'ADI. On vous invite, bien sûr, à faire la démarche d'abord auprès des réseaux bancaires. Et si malheureusement, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un financement bancaire et que votre besoin de financement est inférieur à 12 000 euros, l'ADI est la bonne solution. Merci. Et Hélène, donc vous êtes l'étape d'après. Voilà, effectivement, la marche d'après, la possibilité donc d'obtenir un emprunt bancaire. Donc là, nous, on va aller sur l'effet levier et on va accompagner voilà, tous les plans de financement. Donc, vous donner un maximum d'intervention, c'est très relatif parce que, comme on vous disait, on fait aussi effet levier sur d'autres financements. Donc, si sur certains projets, on va être sur une moyenne de 10 ou 15 000 euros, on va se retrouver sur d'autres projets, on peut monter jusqu'à 50 000 euros. Et comment on travaille avec le réseau Entreprendre, j'ai envie de dire, alors c'est la dernière marche sans être la dernière, mais ils ont un accompagnement spécifique quand même sur des projets qui ont des besoins au démarrage qui sont qui sont élevés, mais surtout, la notion importante chez le réseau Entreprendre, c'est la création d'emplois. Donc, ce qui va déterminer aussi à un moment donné que vous basculez sur le réseau Entreprendre, c'est si votre entreprise nécessite la création d'au moins 5 emplois dans les 3 ans. Donc, ce qui est beaucoup. Donc, on est sur des projets soit qui ont des gros besoins de ce qu'on appelle de levée de fonds. Donc, vous retrouvez sur le réseau Entreprendre des dossiers innovants, mais qui sont générateurs d'emplois, parce que le réseau Initiative France va travailler aussi sur des dossiers innovants, mais qui auront moins cette nécessité de créer des emplois. Donc voilà, donc, vous l'avez compris, on vous en parle de manière ouverte depuis le début de cette conférence. En fait, les réseaux ne se font pas concurrence. En fait, on travaille en complémentarité les uns des autres et on essaye à chaque fois. Et puis, votre réseau Force Femmes, vous êtes là pour ça aussi, pour orienter vers le bon réseau en fonction de la taille de l'entreprise, de ses besoins. Voilà, on va répondre avec les bons outils. Chacun réseau, en fait, mobilise les outils en adéquation avec la typologie des projets. Après, c'est vrai que voilà, on peut vous faire des cases, effectivement, inférieures à 100 000, au-dessus de 100 000, mais en fait, ça dépend. C'est pas… voilà. Merci Hélène. Et Florent, auprès de la banque, il n'y a pas de limite spécifique. Tu évoquais tout à l'heure un apport personnel de 30% que la banque peut venir compléter. Quelqu'un a demandé d'ailleurs si ce chiffre de 30% était figé ou indispensable. Il n'y a pas du tout de limite, hein, bien évidemment. Vous pouvez venir nous voir pour un projet même qui ne nécessite pas de financement, parce qu'on peut vous aider aussi, par exemple, à vous proposer des services annexes, comme par exemple des solutions d'encaissement. Si jamais vous décidez de payer en carte bancaire, vous allez avoir besoin à un moment d'un terminal de paiement électronique. Si vous décidez de vendre en ligne, par exemple, et vous souhaitez créer un site internet, on peut vous aider en fait à créer un site internet et on peut vous proposer les solutions pour que vous puissiez être payé en fait sur ce site internet. Donc, on ne va pas intervenir que sur le volet financement. On va aussi vous proposer de l'assurance, par exemple, si vous le voulez. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, non, je vous disais 30% parce que
c'est pas une norme, si vous voulez, qui est valable uniquement pour tous les projets. En fait, c'est que c'est une moyenne en fait qu'on voit régulièrement. Il nous arrive parfois de prêter de l'argent à des clients qui ont un apport personnel qui est plus conséquent en termes de proportion, et il nous arrive aussi de prêter de l'argent à des gens qui ont très peu d'apport personnel. Ce qu'il faut voir en revanche, c'est que la notion d'apport personnel, elle est quand même très importante pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous permet de vraiment s'assurer qu'on est face à quelqu'un qui a envie que ça marche, parce que c'est quelqu'un qui s'est investi, en fait, qui est prêt à faire un effort, en fait, véritablement, et qui est prêt un peu à mettre du sien, véritablement, pour faire en sorte que ça marche, et donc il est vraiment motivé. Donc c'est un investissement qui nous semble en fait très important en fait pour la qualité du projet et sa pérennité. C'est important également parce que plus l'apport personnel sera important, plus les remboursements seront faibles, et donc ça permettra de désengorger aussi la vie en fait au quotidien, les mensualités qu'on a à rembourser par rapport à toutes les échéances et toutes les factures qu'on pourra avoir. Donc on n'a pas intérêt, nous, en fait, à prêter en fait une somme trop importante peut-être tous les mois si derrière la personne a relativement peu de rentrée d'argent. Donc l'apport personnel va permettre de diminuer justement cet emprunt, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Et puis l'intervention des réseaux d'accompagnement, que ce soit Initiative France avec son prêt d'honneur, que ce soit, on en parlait tout à l'heure dans le fil de discussion avec le réseau Entreprendre par exemple, que ce soit avec BPI France, ces prêts d'honneur qui vont pouvoir être apportés vont être considérés comme des fonds propres, en fait, pour nous, comme de l'apport personnel, comme des quasi-fonds propres. C'est-à-dire que quand nous, on va avoir un porteur de projet qui va venir nous voir et qui va nous dire bah, « Tiens, c'est super, moi, je peux mettre 15 000 € sur la table parce que c'est mon apport personnel, et puis j'ai un prêt d'honneur de 15 000 € avec Initiative France », on va considérer que c'est 30 000 € d'apport personnel. Et ces apports personnels, ils ont une énorme, cet apport personnel qui arrive en fait par l'intermédiaire de ces réseaux d'accompagnement comme Initiative France, ils ont une énorme vertu, c'est qu'il y a un effet de levier qui est très important. L'effet de levier est de 7. C'est-à-dire que généralement, si vous apportez en fait 10 000 € par exemple par Initiative France, nous, on va vous prêter 70 000. L'effet de levier est multiplié par 7 en fait. Ça montre que on voit que le client a fait un effort parce qu'il a tapé à toutes les portes et il a présenté son dossier à des gens compétents pour faire en sorte que le projet en fait ait ses chances de réussir. Et puis ça désengorge aussi les besoins de financement. Donc ça, c'est très très intéressant, et encore une fois, moi je vous invite à aller voir ces réseaux d'accompagnement qui sont excellents sur le conseil, on l'a vu, qui sont excellents sur les prêts qui peuvent vous être apportés, parce que ça va être considéré comme des quasi-fonds propres, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais qui sont aussi très importants sur un volet qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on peut peut-être évoquer maintenant, Agathe, qui est la notion de garantie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, en fait, quand vous allez faire un financement, généralement, on va vous demander, en fait, à côté du prêt bancaire, on va vous demander une garantie, en fait. Alors, ça peut être une garantie personnelle, ça peut être la garantie de quelqu'un, en fait, mais ça peut être aussi une garantie professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées, en fait, dans ce domaine. Nous, on en possède une, en fait, de société qui est spécialisée dans ce domaine et qui s'appelle Natixis Garantie, BPCE Garantie, et qui apporte justement de la garantie sur les projets. Vous avez des garanties qui sont apportées aussi par les chambres de métiers. C'est ce qu'on appelle la CIAJ, qui travaille aussi sur ces sujets-là. Vous avez tout un tas de garanties. Vous avez BPI France qui apporte des garanties aussi sur ces projets. Ces garanties, en fait, ont une vertu, c'est que ça permet en fait au banquier, si jamais le client ne peut pas rembourser en fait une échéance, de pouvoir être payé en fait par celui qui s'est porté garant. En fait, hein. C'est ça le principe de la garantie. Et vous avez donc aujourd'hui des réseaux d'accompagnement comme France Active, qui apporte des garanties, en partenariat d'ailleurs avec Initiative France, Hélène, hein, parce que vous bossez ensemble là-dessus. Vous avez d'ailleurs des plateformes communes quelquefois avec Oui, c'est ça, France en Active. Auvergne-Rhône-Alpes, on a cette spécificité. Ouais. Ah bah en plus, en Auvergne-Rhône-Alpes, les associations sont communes. Initiative France donc, va apporter plutôt du prêt d'honneur. France Active va apporter plutôt de la garantie. Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'il existe une garantie qui est dédiée en fait aux femmes. Et ça, c'est un truc qui est unique en Europe en fait. C'est la garantie qui s'appelle la garantie égalité femmes, qui est distribuée donc par les réseaux France Active et Initiative France. Et c'est une garantie en fait qui couvre
jusqu'à 80% en fait, d'un prêt bancaire à hauteur de 50 000 € maximum. En fait, hein. Donc ça, c'est un aspect qui est très positif, puisque vous allez aller voir le banquier, vous allez lui présenter un projet qui a été bien construit, et en plus, parce qu'il aura été soutenu en fait, par Initiative France ou France Active, par exemple, et en plus, vous êtes en mesure d'apporter une garantie qui fait que si le banquier vous prête de l'argent, il sait que si jamais il y a un souci, eh ben, le garant, en fait, à ce moment-là, entrera en action et prendra le relais en fait, de rembourser le crédit. Alors, on ne va pas aller financer un projet si on n'y croit pas, hein, bien évidemment. Hein. Mais si on y croit et qu'en plus, on a cette garantie qui s'appelle donc la garantie égalité femmes, il y en a encore trop peu en France en fait, qui sont connus hein, de cette garantie. Je crois qu'on en fait entre 2 et 3 000 par an, je crois, hein, de cette garantie. Donc, on devrait pouvoir en faire beaucoup plus, en fait, je pense. Là, je vous invite pour le coup à aller rencontrer les délégations de France Active sur ce sujet. Et sur cette garantie, peut-être pour compléter, hein, Florent, cette garantie, en fait, eh ben, elle permet que vous ne mettiez pas d'enjeux personnels en garantie. Hein. Il y a une question là sur le chat qui demande si des biens perso peuvent être pris en compte. Ben, grâce à cette garantie, en fait, ça permet d'exclure les garanties personnelles. Donc ça, vraiment, en termes de sécurité, voilà, on est dans ce qu'il y a de mieux. Merci Hélène. Par rapport à 2-3 questions que j'ai vu passer aussi, je précise parce qu'il y avait tout à l'heure la question justement d'un outil pour pouvoir faire son business plan. Et j'en profite parce que je vois que derrière moi, j'ai la fiche de ma boîte. Donc, simplement pour vous signaler que sur ma boîte, donc pour celles qui n'ont pas suivi forcément les webinaires précédents, ma boîte, c'est une plateforme digitale entièrement gratuite dédiée aux femmes qui ont un projet de création. Vous pouvez vous créer un profil simplement avec une adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, vous avez tout un parcours d'accompagnement digital dans la phase justement de réflexion et de montage de projet. Et il y a d'ailleurs un module dédié au financement animé par Florent. Et il y a un autre module sur le business plan qui vous donne justement des informations pour pouvoir réaliser ce business plan. Et aussi d'autres modules qui vont de l'étude de marché jusqu'à la prospection commerciale, mais qui balayent comme ça les questions que vous pouvez vous poser. Donc, déjà, pour cette étape du business plan ou du financement, vous pouvez aussi retrouver les modules de ma boîte si vous le souhaitez. Et ensuite, je voulais aussi répondre, parce qu'il y a eu plusieurs questions suite aux encouragements de Florent sur les reprises, donc savoir comment être au courant de reprises, comment on peut trouver une reprise. Donc, moi, je connais une association qui s'appelle le CRA, qui est Cédant et Repreneur d'activité, qui a un site internet et qui ont des fichiers justement de commerce à céder ou à reprendre. Peut-être y en a-t-il d'autres, je ne sais pas si vous en connaissez. Les CCI, les chambres de métier, en général, elles ont des bourses de commerce ou d'entreprises artisanales à reprendre. Voilà, donc elles ont différents noms, mais si vous vous rendez dans votre chambre de métier ou dans votre chambre de commerce, ça, vous les avez aussi. Oui, d'accord, oui, effectivement. Transcommerce, je crois que les CCI, ça doit s'appeler Transcommerce, la base, il me semble. Et ça doit être un site internet. D'accord. Il y avait aussi des questions liées évidemment au statut ou au projet. Donc, par exemple, est-ce que vos financements aux uns et aux autres fonctionnent pour des créations d'associations? Est-ce que des associations peuvent vous solliciter? On n'en a pas parlé, c'est les cousins de France Active donc, qui ont les outils de financement pour les associations. Et puis, ça ne diffère pas du tout de ce qu'on vous a présenté. La typologie d'accompagnement est la même, mais même chose, ils sont spécialistes, ils vont vous emmener pour aller lever les bons dispositifs, et ils ont des systèmes aussi de prêts d'honneur, et derrière pour aller lever aussi des financements bancaires. Une France Active pour les assos. Merci. Même question sur les activités artistiques. Basile, je ne sais pas si c'est un financement que vous pouvez accorder pour les artistes ou les activités artistiques. Oui, tout à fait. On finance un certain nombre d'artistes. Je n'ai pas le pourcentage de notre activité, alors c'est sans doute très, très minoritaire, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est des typologies d'activités qui ne sont pas du tout exclues. Et d'ailleurs, on travaille de manière assez étroite avec un organisme qui s'appelle la Maison des artistes,
qui accompagne en fait les artistes dans toute leur démarche, et notamment d'accès au financement et de couverture sociale, etc. Et donc, l'ADI finance en effet des artistes, beaucoup dans les Outre-mer d'ailleurs, beaucoup dans les Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. On voit qu'il y a une très forte surreprésentation des activités artistiques, mais c'est vrai un peu partout en France. Merci. Et une dernière question justement sur la typologie de projet, sur les projets à l'international aussi. Est-ce que vos structures sont à même de pouvoir financer ce type de projet? Bon, bah, nous, il n'y a pas de restriction au niveau des activités. Enfin, s'il y en a une de restriction dans le réseau initiative, c'est les activités d'intermédiation bancaire et financière. Voilà. Hormis ça, pas de limite. On va sur de l'agricole, on va sur effectivement des entreprises de dimension internationale. Voilà, à partir du moment où nous, il faut que l'immatriculation elle soit faite en France, évidemment. Même critère à l'ADI. C'est pareil pour les caisses d'épargne. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclairages que vous nous avez apportés, qui étaient évidemment indispensables pour bien comprendre la question du financement. Donc, bon, je pense que parmi les femmes qui nous suivent, certaines sont encore en phase justement de réflexion, de se demander si elles peuvent, si elles doivent créer. Est-ce que vous avez un message spécifique à leur adresser? Hélène? Moi, j'ai envie de dire, si elles s'interrogent, il faut se lancer en fait. Les risques, ils sont beaucoup moins effrayants quand vous les avez pris. Donc, par contre, lancez-vous, mais pas seul. Voilà, je crois qu'on l'a répété. Vous vous faites accompagner. Et puis, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Merci beaucoup. Florent? Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de conseils au travers des réseaux d'accompagnement, d'aides diverses et variées qui peuvent vous être apportées en termes de financement, de subventions qui peuvent être faits par l'État, par exemple, par des organismes comme BPI France, par la région également où vous êtes situé. Donc moi, je vous invite à aller sur les sites internet qui vont vous permettre de voir beaucoup plus facilement ce qui est possible pour vous. En fait, il faut répondre à un questionnaire et petit à petit, ça vous oriente vers toutes les aides et subventions qui vous sont proposées. Ce sont les chambres de commerce qui font ça et également les chambres de métiers. C'est plutôt très bien fait. Il y en a un qui s'appelle lesaides.fr, les-aides.fr au pluriel. Et alors, je ne sais plus si c'est celui des chambres de commerce ou des chambres de métier, mais vous avez son pendant en fait sur l'autre type de chambre. Et allez faire un tour là parce que vous allez avoir des informations très très utiles pour vous aider à bâtir votre projet. Et ensuite, venez nous voir. Merci, pardon. Basile, un conseil? Alors, juste avant ce mot de la fin, il y a sans doute un certain nombre de questions auxquelles on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre, mais c'est aussi voilà, la nature de l'exercice. Vous êtes très nombreuses, hein, on est très, très heureuse que vous soyez aussi nombreuses, et donc forcément, bah, voilà, on n'a pas pu adresser toutes les interrogations, toutes les questions, tous les besoins de réponse. Et donc pour cela, n'hésitez pas, prenez contact, poussez la porte d'une caisse d'épargne, rendez-vous sur le site d'initiative, appelez l'ADI, rendez-vous sur notre site internet. Vous obtiendrez toutes les réponses auxquelles on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre simplement en entrant en contact. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est même gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers nous. Alors, un petit mot, alors beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai envie de dire que n'ayons pas peur de l'échec. Bien sûr qu'il faut prendre des risques mesurés, il faut se lancer en étant sûr de son coup, etc. Mais l'échec d'une entreprise, ce n'est pas un échec personnel. L'échec d'un démarrage d'activité, ce n'est pas un échec personnel. Et quelle que soit en fait l'issue de votre aventure entrepreneuriale, vous en retirez de nombreux bénéfices et elle vous renforcera d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel. Nous, à l'ADI, on mesure ce qu'on appelle le taux d'insertion des personnes, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui, suite à notre intervention, se sont insérées 3 ans après. Et 84% des personnes qu'on a soutenues, 3 ans après, elles sont insérées. Certes, la grande majorité sont insérées parce qu'elles sont chefs d'entreprise et elles continuent leur activité, mais une part très importante se sont insérées dans l'emploi. Parce qu'en fait, l'expérience entrepreneuriale qu'elles ont vécue
leur a apporté beaucoup d'atouts pour finalement rebondir sur une autre activité, une autre création d'entreprise ou bien rebondir sur une activité salariée. Donc, n'ayez pas peur, mesurez les risques. Néanmoins, l'échec d'une activité entrepreneuriale, ce n'est pas un échec personnel, au contraire. Voilà pour le petit mot de la fin de Lady. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment à vous trois d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expertise sur cette question. Merci aussi à toutes celles qui ont pu le suivre. Vous avez été plus de 150 cet après-midi à être avec nous, donc on est ravis. Et puis au plaisir de vous retrouver sur les prochains webinaires jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.